Donc bienvenue à cette 4e journée déjà de notre congrès. Après le premier jour, l'ouverture, le deuxième jour, les questions de connaissances, de sciences, et le troisième jour, les questions de gestion. Maintenant, on va vers la deuxième partie du congrès où on va s'élever un petit peu, s'élever dans le sens où on va faire un peu un zoom arrière et regarder un petit peu plus aussi l'AMP dans le monde, dans la société, son rôle, comment l'AMP se positionne par rapport au monde dans lequel on vit. Alors le thème de la journée, c'est les questions de gouvernance, les questions de partenariat et les questions de relation avec les secteurs, l'industrie et les secteurs économiques. C'est un thème qui nous a paru extrêmement important de mettre en avant. Lors de la préparation du programme, autant il était clair pour tout le monde, et Christophe, tu ne vas pas me contredire là-dessus, clair pour tout le monde qu'il fallait travailler sur les questions de gestion des AMP, que c'était le centre du congrès, c'était hier, c'était vraiment la journée pour nous sur laquelle il fallait mettre le paquet, c'était la journée d'hier, où on parle des gestions, des outils qui sont vraiment à disposition des gestionnaires. Autant on s'est dit qu'il fallait aussi avoir une journée consacrée à regarder un peu différemment les AMP, à regarder dans d'autres contextes, dans le contexte large. Ouais, c'est bon, excuse-moi. Oui, François, exactement. Je crois que l'idée, depuis le départ, c'était que ce congrès ne soit pas simplement le congrès des spécialistes. C'est-à-dire que l'esprit, c'était d'ouvrir la question des aires marines protégées à la société en général, avoir son soutien, le soutien de la société civile, mais aussi être en relation avec les partenaires économiques, le monde de l'économie bleue, qui investit sur les océans, et on a besoin de rentrer en relation avec ce monde économique pour leur faire comprendre l'utilité, l'intérêt des aires marines protégées. Donc les associer dans la gouvernance. L'idée, c'est aussi de faire qu'ils soient partenaires de la gouvernance des aires marines protégées. Je crois que c'était l'esprit, François. Tout à fait, c'est exactement ce qu'on a voulu faire. Je pense que c'est assez innovant. Il n'y a pas, pendant Impact, que la forme qui est innovante, aussi le fond. On essaye de changer un petit peu les choses et de faire réfléchir les gens tous ensemble, qu'on réfléchisse ensemble sur vraiment un peu sortir la tête de l'eau. Le premier jour, on était vraiment dans l'eau, on regardait les animaux, la science, les connaissances, etc. Et là, vraiment, on fait ce zoom arrière et on regarde un petit peu notre AMP depuis notre société. Donc, on va parcourir ensemble le programme d'aujourd'hui. On va aussi un petit peu changer la forme du débat. On ne va pas vous faire une introduction générale longue. On va simplement rentrer dans les sujets avec nos panélistes, et qui chacun, en fonction de son approche, son expertise, sa spécialité, pourra vous donner quelques lignes directrices, quelques guides sur les points qu'on va traiter aujourd'hui, qui leur paraissent importants. Et ainsi, vous pourrez avoir quelques idées de ce que vous allez faire aujourd'hui. Enfin, je pense que vous le savez d'ailleurs très bien, chacun de vous. Donc, le première approche de la journée, c'est la question de la gouvernance des AMP. Voilà, tout simplement. C'est-à-dire qu'une AMP, on a vu qu'il fallait la gérer, mais cette gestion demande des éléments de gouvernance. Et quels sont les éléments de gouvernance à discuter? Comment la participation des acteurs peut se mettre en place. Je pense que c'est un sujet qui est basique, mais qui est quand même quelque chose qu'il faut absolument discuter. Oui, c'est un nouveau paradigme. Je crois que la notion de gestion a complètement évolué avec le temps. Lorsqu'on regarde les premières aires marines protégées qui ont été créées dans le monde, elles étaient basées sur un système très étatique, très dirigiste. Et on s'aperçoit que les outils de gestion d'aires marines protégées les plus récents sont très ouverts sur la société civile, sur la participation, donc dans l'esprit vraiment de gouvernance à la fois différents niveaux, local, national, et même maintenant on parle de gouvernance régionale, on en parlera même aujourd'hui. Alors, sur ces questions de participation, je vais donner la parole à Jean-Luc Solande qui travaille, tu vas nous dire exactement ce que tu fais et quelle est ton approche donc de ces questions de participation, et quels sont d'après toi les points que nous devons vraiment approfondir aujourd'hui et regarder en détail.
Une des thématiques les plus importantes et intéressantes dans cette réunion jusqu'à présent, c'est la question de la résilience. D'un point de vue écologique, c'est un paradigme pour les chercheurs pour comprendre comment les écosystèmes des zones tempérées, par exemple, sont résilientes. Et cela est lié à la gouvernance des AMP. Et donc, nous devons comprendre comment les écosystèmes marchent et comment et pourquoi parfois elles ne marchent pas. Alors, aujourd'hui, nous allons regarder des exemples d'AMP très encadrées juridiquement du haut vers le bas, par exemple celles qui sont autour de l'Union européenne, alors qu'il y a peut-être des exemples qui viennent de l'Arctique ou du Pacifique du Sud qui sont beaucoup plus impulsés et dirigés à niveau de la population locale. Mais le facteur clé pour les gouvernements qui doivent comprendre, c'est qu'est-ce qui les fait, qu'est-ce qui leur donne leur dynamique, que ce soit un facteur social ou économique ou des aspects de gouvernance qui entourent ces AMP. Et quant à la mesure de la santé des écosystèmes que nous avons évoqué le premier jour, nous avons notre collègue de l'Université de Londres qui a élaboré une mesure de la santé des différents écosystèmes et la résilience. Et donc nous allons examiner et prendre en compte son étude à lui pour la résilience. Effectivement, cette question d'intégration et de résilience par rapport aux AMP. Et on a différents acteurs qu'il faut certainement impliquer dans cette question de gouvernance des AMP. Ça dépend aussi beaucoup des endroits où on se situe, des lieux, des systèmes nationaux, je dirais, de gouvernance. Mais je pense qu'il y a effectivement tout un tas de couches et de secteurs, de composants de la société à impliquer. En premier lieu, enfin, si on prend le cas de la France, les collectivités locales. Oui, François, moi je pense que, et pour rebondir sur ce que vient de dire Jean-Luc, il y a la question de l'approche bottom-up. Il a parlé de sortir de l'approche top-down pour faire monter une approche bottom-up, c'est-à-dire l'implication au niveau local des collectivités, des associations locales, très important, dans ces principes de gouvernance. Donc je voudrais passer la parole à Didier Réau. Alors Didier Réau est un élu politique, vous voyez, on a même des élus politiques parmi nous, mais qui sont aussi gestionnaires. C'est quand même extraordinaire, c'est que Didier Réau donc, est élu de la ville de Marseille, mais aussi il est président du parc national des Calanques. Il est investi sur ces thématiques de gouvernance depuis maintenant plus de 10 ans. Il associe les associations locales dans la gestion de la mer, dans la préoccupation sur la biodiversité marine qui entoure le patrimoine marin de Marseille. Donc il est dans cette dynamique depuis longtemps. Alors évidemment, il peut nous parler de son expérience, mais ce qui serait peut-être intéressant, puisqu'il est tout jeune président du parc national des Calanques, c'est qu'il nous donne des perspectives, je veux dire comment il envisage encore d'associer davantage les populations locales à la vie du parc, comment associer les associations représentatives, y compris dans le domaine du sport, y compris dans le domaine des activités écotouristiques, comment associer ce monde, cette société civile à la gestion du parc national des Calanques, et bien sûr, pour ici, puisqu'on est dans une instance internationale, un schéma qui pourrait s'appliquer, je dirais, à tous les parcs naturels marins ou toutes les aires marines protégées qui sont assez proches des grandes villes, parce qu'il y en a quand même beaucoup, avec des fortes populations. La ville de Marseille, c'est 2 millions d'habitants. 2 millions d'habitants qui vivent quasiment dans le parc, enfin dans l'aire du parc. Donc c'est un problème de gestion fondamental. Donc si on n'associe pas les 2 millions d'habitants à la gestion du parc, au futur du parc, évidemment, ça ne pourra pas marcher. Didier, s'il te plaît. Alors merci Christophe de tout ce que tu viens de dire. Effectivement, la ville de Marseille est engagée sur la gestion de ces espaces naturels, qu'ils soient terrestres ou maritimes, depuis une vingtaine d'années, très sérieusement. Et nous avons pris, disons, le sujet par des petites expériences au départ, pour voir comment ça pouvait fonctionner en associant l'ensemble de ceux qui étaient intéressés par le sujet. Par exemple, un des petits sujets, mais qui est quand même assez important, c'est la création des récifs artificiels dans la baie de Marseille, là, juste à 400-500 mètres des plages. Et bien entendu, ce n'est pas une mince affaire, parce qu'il fallait associer l'ensemble des acteurs de la mer, notamment les pêcheurs artisanaux et amateurs, puis les plongeurs, et puis tous ceux qui faisaient soit du loisir, soit du travail sur la mer. Et donc ça s'est passé dans quelques années. Ça a duré 5-6 ans de négociations, de concertation, de discussions, de prise en compte des avis des uns et des autres, et notamment d'association
des pêcheurs qui étaient les plus concernés, puisqu'on instaurait une interdiction de pêche sur ces récifs artificiels. Donc il a fallu leur faire comprendre aussi le bénéfice qu'ils pouvaient retirer de ces récifs artificiels, notamment celui d'avoir de la production très proche de leur lieu de résidence, et surtout un essaimage qui sera fait dans les années qui viennent. Et ça, ils l'ont bien compris, et ils l'ont compris à tel point que maintenant, ce sont eux qui revendiquent d'avoir eu l'idée en premier. Donc on est vraiment sur une gestion... mais c'est un travail au point de croire en dentelle qu'il a fallu faire. Et si on prend l'exemple du parc national, je crois que les États, et notamment l'État, la France, a dû changer son mode de réflexion, son mode de fonctionnement pour créer le parc national des Calanques. On fonctionnait avec une loi très centralisée de 1960, qui a été modifiée en 2006, justement pour associer les élus locaux, d'abord, très fortement dans le conseil d'administration, ensuite les usagers, et puis les forces économiques, les forces touristiques et tous ceux qui avaient un intérêt à travailler, à vivre, à se détendre sur ces lieux. Et aujourd'hui, le parc national des Calanques est le premier parc, je dirais, de cette nouvelle gouvernance qui fait que les acteurs locaux sont associés à la gestion des espaces naturels terrestres, bien entendu, mais aussi marins. Et donc, comment ça se passe ? On a l'habitude de travailler ainsi, c'est-à-dire qu'on lance une ambition, que ce soit sur le parc, que ce soit sur la rade nord avec la création d'un pôle de la mer, et on commence à travailler avec ceux qui manifestent un intérêt pour cette ambition. Et petit à petit, on arrive à développer des synergies, soit avec ceux qui ont un intérêt économique, et c'est quand même important parce que les fonds viennent de l'économie, bien entendu, et tous ceux qui sont passionnés, que ce soit les scientifiques, que ce soit les associations, que ce soit les habitants, que ce soit les comités d'intérêt de quartier que nous avons chez nous. Bref, tous ceux qui manifestent un intérêt sont associés au projet et apportent leur réflexion. Et en apportant leur réflexion, à un moment donné, ils se disent je vais aussi agir sur un terrain, sur une idée, sur un engagement. Et à ce moment-là, on essaye de faciliter l'action. Alors, comment on fait ensuite ? Eh bien, je crois que dans le parc national des Calanques, qui va être un exemple, je pense, l'État, bien entendu, doit assumer sa responsabilité de parc national et donc nous aider et financer correctement le fonctionnement de notre parc. Et je pense que les collectivités, elles, ont un intérêt à financer de l'investissement. Voilà. Et qu'est-ce que tu attends de la discussion d'aujourd'hui dans les ateliers ? Qu'est-ce que tu penses que ces ateliers peuvent apporter par rapport à cette réalité ? Merci beaucoup pour ce témoignage qui est très intéressant. Alors, moi, ce que j'attends, c'est que, comme l'a dit Jean-Luc, c'est qu'il y a d'autres expériences dans d'autres pays, et je tente d'écouter ces expériences pour essayer de m'en enrichir et me dire, tiens, ici, ça pourrait s'appliquer comme ça. Voilà. Et on est allé dans les Pyrénées il y a un mois pour les parcs nationaux, pour la réunion des parcs nationaux de France, et ils avaient fait un système d'évacuation, de gestion des eaux usées pour un refuge, et on a aussi, nous, une auberge qui permettrait d'appliquer ce système. Vous voyez, entre les Pyrénées et les Calanques, il n'y a pas grand-chose, mais il y a ça. Et donc peut-être qu'on va réfléchir à tout ça comme ça. Pardon, Christophe. Oui, François. Non, il y aura d'ailleurs un atelier particulier qui sera organisé d'ailleurs par la Convention sur la diversité biologique, qui avait été un peu décidé à Hyderabad, à la conférence des parties en 2012, sur l'idée finalement d'associer les collectivités locales à un objectif global, qui est celui de Aichi Target 11. Ouais. Donc c'est quand même assez fabuleux de se dire que finalement ce programme global, il pourrait être aussi mis en œuvre grâce à l'action, l'investissement des collectivités locales. Donc ça, je crois, il y aura un atelier sur ce sujet-là. Aujourd'hui, ça m'amène aussi maintenant... Si je peux me permettre, je crois que maintenant, avec la loi de 2006 en France, les collectivités locales sont même en capacité d'être leaders, c'est-à-dire de provoquer, la création, de provoquer la gestion et d'attirer justement tous ceux qui peuvent venir. Et ça a été le cas d'ailleurs sur les Calanques. Alors tous les pays ne disposent pas d'un système décentralisé avec une déconcentration des moyens de l'État. Mais on progresse, je dirais, ce qu'on appelle le transfert de compétences vers les collectivités progresse au niveau global. Et puis aussi, dans l'approche justement bottom-up, on a vu notamment en Afrique des aires marines protégées communautaires qui se mettent en place. Et ensuite, c'est l'État qui ajuste sa réglementation par rapport à des initiatives locales. Donc c'est ça qui est quand même assez formidable. J'en viens, puisqu'on va avancer un peu sur le programme et les thèmes de la journée, sur comment associer le monde de l'économie, l'économie
l'économie bleue, the blue economy, dont on parle de plus en plus. Et notre sentiment pour faire en sorte que la société civile s'intéresse aussi, enfin, ait un regard sur ce qui se passe en mer, notamment par rapport aux activités, c'est l'idée de construire ce que le réseau Océan Mondial appelle la Blue Society, une société bleue, c'est-à-dire une société, les sociétés qui ne sont pas investies en mer, je dirais qu'elles portent un regard, qu'elles puissent s'intéresser à l'avenir des océans, qui va les concerner forcément, puisque l'avenir des océans, c'est aussi l'avenir de la planète, donc c'est leur avenir. Donc comment construire cette société bleue qui puisse accompagner la blue economy et puis être, je dirais, non pas le répondant, parce qu'il ne s'agit pas non plus d'opposer la blue society à la blue economy, mais que cette blue society accompagne la blue economy pour faire en sorte que les acteurs économiques de la mer prennent en compte cette question de la conservation des écosystèmes marins. Non, je pense que c'est très important d'avoir aussi une vision. La Blue Society, c'est du domaine de la vision. La relation entre les citoyens qui vivent sur Terre et la mer doit évoluer. Et je crois que cette Blue Society, elle est là aussi pour nous donner des pistes de réflexion, au sein desquelles, évidemment, les AMP sont une composante fondamentale. Donc, d'où cette relation forte qui doit être entre les citoyens, enfin, les gens qui vivent près des côtes, ou d'ailleurs même dans les terres et qui vont sur la mer de temps en temps. Et les aires protégées. Un point qui va être aussi discuté dans les workshops et qui me paraît un sujet important, c'est le Marine Spatial Planning, la planification spatiale marine, hein, qui est un outil, mais enfin un outil fondamental sur lequel toutes ces questions peuvent s'appuyer. Les questions dont on discute de gouvernance, etc., de comment on va utiliser l'espace maritime en fonction des différents usagers, intervenants, des différents pouvoirs. Ce qui sera très important, c'est que justement les aires marines protégées intègrent la Marine Spatial Planning. Et vice-versa. Et vice-versa, oui. Voilà, et ce n'est pas forcément prévu par les orientations aujourd'hui stratégiques sur ce qu'on appelle l'économie bleue. Hein. Est-ce que quelqu'un a un commentaire à faire sur le Marine Spatial Planning? Biliana peut-être. Biliana ou Jean-Luc? Biliana qui est la présidente du Forum Global des Océans, Global Ocean Forum. Bonjour tout le monde, mais je vais parler en anglais. François, alors François, il me semble que la planification spatiale marine est un outil très utile, comme vous l'avez dit. Mais ce n'est pas un processus décisionnel. Si vous avez la planification marine spatiale tout seul, c'est un outil intéressant qui peut vous permettre de considérer les différents mélanges d'usages maintenant et à l'avenir et ce qu'on prend en compte et ainsi de suite. Mais si on n'associe pas cela directement à un système décisionnel de gestion intégrée côtière et marine et océane, nous n'aurons pas un réel outil. Nous n'allons pas changer le monde ainsi. Donc, la planification spatiale marine, c'est formidable. On s'en sert de plus en plus à travers le monde, certainement en Europe, en Asie et aux États-Unis. Mais nous devons garder à l'esprit que cela doit être associé à un forum ou un programme d'action. Alors oui, il y a un processus engagé au Royaume-Uni en ce moment sur les côtes de l'Est de l'Angleterre, qui est un milieu complexe. C'est difficile lorsqu'on essaye d'intégrer les AMP dans ce processus, ce qui s'est tout d'abord passé. Et bien après, par la suite, ça devient difficile pour les secteurs économiques de s'intégrer et d'avoir une perspective positive, à moins que cela soit fait de manière très transparente. C'est donc un défi, mais c'est logique. Nous avons un cadre juridique marin qui légifère là-dessus et qui permet au secrétaire d'État de désigner des aires marines protégées. Et donc je pense que c'est excellent que nous ayons deux systèmes en parallèle pour reconnaître l'importance égale. Donc d'une part, la pérennité de l'aire marine qui donne les ressources pour le développement. Et cela est clé. Biliana. Un point sur les secteurs économiques et la planification spatiale marine. Je pense que c'est important d'impliquer les secteurs économiques dès le début. En Europe, par exemple, je pense que dès le départ, les industries ont été impliquées, comme en Allemagne, dans la mer du Nord. Ils ont donc eu une perception favorable comme étant utile pour eux, par exemple, comme la création de systèmes d'énergie éolienne
offshore. Aux États-Unis, malheureusement, les industries perçoivent le MSP, la planification marine spatiale, comme étant une menace. Et donc, cela engendre des problèmes parce qu'on ne le perçoit pas comme étant un mécanisme neutre pour examiner quelles sont les zones qui ont besoin d'être protégées et comment ça va être utilisé et comment harmoniser les différents usages. Donc voilà, il y aura quelques ateliers sur la planification spatiale marine aujourd'hui et ce sera intéressant. L'un d'eux est animé par John Day d'Australie et qui a beaucoup travaillé sur la planification spatiale, et l'autre de M. Mario de la Commission ouverte. Et je pense qu'il y a deux perspectives différentes sur la planification spatiale. Eh bien, oui, je pense que la planification spatiale ne devrait pas être simplement une thématique nationale, mais devrait être partagée entre différents pays. C'est une question d'échelle également. No, just a small comment from an incompetent person in marine spatial planning, and that is d'une personne tout à fait incompétente en matière de planification spatiale. Mon pressentiment quant à la gestion des AMP avant, c'était que ces AMP étaient établis pour réduire le conflit. Et le problème réel, c'est l'allocation des ressources et non pas le conflit. Et si on prend des décisions comme vous le proposiez, eh bien, cela pourrait peut-être réduire l'allocation des ressources plutôt que l'évitement des conflits. Merci Serge. Pour revenir à notre programme, il y a un autre sujet ce qui me paraît intéressant dans le programme et qu'il faudra suivre, c'est toutes les questions de communiquer. Comment on peut communiquer correctement l'AMP dans la société? C'est-à-dire que c'est un sujet qui finalement mérite qu'on regarde ça de près, et parce que effectivement, si on veut que l'AMP ait une place dans la société, une place cohérente, une place comprise par les gens, il faut aussi faire beaucoup d'efforts de communication. L'AMP souvent était mal compris, je crois, dans le passé. Oui, il y a un atelier d'ailleurs qui se rapproche de cette thématique, qui est très liée à la Blue Society, qui est le concept de Sea for Society, c'est-à-dire comment ceux qui connaissent la mer peuvent communiquer avec les autres sur les enjeux. La seconde piste générale de la journée, c'est vraiment comment l'AMP peut travailler avec les composants de la société, les secteurs économiques qui ne sont pas dans l'AMP pour le coup, mais qui sont dans la mer, les secteurs économiques marins, les usagers de la mer, et comment effectivement cette relation peut se tisser le mieux possible et avoir des effets positifs dans les deux sens. C'est-à-dire que l'AMP doit aussi rendre ses services écosystémiques, et puis les gens qui utilisent la mer par ailleurs doivent le reconnaître aussi, que l'AMP est importante. Donc il y a aujourd'hui un workshop très important sur toutes les questions de locally managed marine areas. C'est un mouvement qui s'est développé dans les pays en développement. Regardons comment les collectivités locales qui ont cette relation fondamentale avec la mer, une relation quotidienne, comment eux ils savent gérer leurs espaces, ils savent gérer leurs services écosystémiques et les protéger. Donc il y a aussi ça à suivre aujourd'hui. Mais je voudrais donner la parole à Serge sur la question de la relation entre la pêche et l'AMP. Bon, évidemment, le premier secteur économique de la mer, bon, tout le monde pense à la pêche, il y en a bien d'autres, mais on pense à la pêche, et la pêche, évidemment, profite des services écosystémiques. Bon, mais cette relation entre l'AMP et la pêche est une relation très complexe. Et Serge vient de nous la montrer hier dans un pavillon, d'écrire un gros pavé sur cette question-là, sur l'Afrique de l'Ouest. Alors Serge, qu'est-ce qu'il faut attendre aujourd'hui de cette discussion toute la journée, organisée d'ailleurs avec la FAO, il y a 3 workshops qui se suivent, donc une journée entière de discussion sur cette question de la relation entre l'AMP et la pêche. Comme tu le soulignes, François, la pêche existe, on a tendance à dire partout dans les océans, c'est pas vrai évidemment, mais il y a de la pêche partout dans les océans. Et il est clair que un problème principal de des AMP dans leur développement, c'est la rencontre avec le secteur des pêches. Un secteur des territoires qui sont déjà occupés traditionnellement depuis longtemps et dans lesquels il faut faire une place, avec des difficultés qui ne sont pas négligeables. Moi, une petite phrase que j'aurais tendance à
à placer au début de ma réponse, c'est de dire qu'on demande souvent que peut-on faire pour les AMP, et il est temps de se demander que peuvent faire les AMP pour les gens qui vivent autour. Et je ne dis pas que ce n'est pas fait, c'est fait, mais il faut vraiment poser cette question de manière très claire. Ça inverse le discours, ça n'annule pas du tout le premier discours qui est très important, mais ça l'inverse et ça pose des questions et ça soulève des implications qui ne l'étaient pas autrement. Moi, je remarque que depuis 30 ans, je vais généraliser un peu, je vais faire un zoom arrière, comme tu faisais tout à l'heure, la convergence entre la conservation de la biodiversité et la gestion des pêches a augmenté considérablement pour des tas de raisons. Des instruments juridiques ont été créés, des principes généraux, par exemple, de bonne gouvernance, de gestion spatiale, d'intégration ont été adoptés des deux côtés, dans les deux domaines de gouvernance. Et donc, on a un terrain très favorable sur le plan des concepts et des textes pour une intégration de ces deux domaines, de la conservation et de la pêche. Et les AMP sont une zone critique pour cette intégration, et donc elles revêtent une importance particulière. Elles sont une zone de rencontre qui peut être une zone de bataille ou une zone de collaboration selon la manière dont cette rencontre se déroule, comment elle est arrangée, comment elle est présentée, etc. Et je pense que ce qui est important, c'est que quand on arrive à l'AMP et à la gestion des pêches, en fait, le simple fait de parler de leur intégration montre que la convergence est très avancée. Seulement, on en arrive au point où le cœur de chacun des deux systèmes est au contact de l'autre. C'est-à-dire que les principes fondamentaux de la conservation et les principes fondamentaux de la pêche, la sécurité alimentaire, etc., les modes de vie, sont vraiment au contact direct. Donc il ne faut pas s'étonner qu'il y ait des tensions. Ces tensions sont normales. Le problème, c'est d'arriver à les aborder, à les résoudre de la meilleure manière possible. Serge, je me permets de te poser une question justement sur ce point particulier, parce que tu parles de tension, mais est-ce que finalement, il devrait y avoir un intérêt commun entre le monde de la pêche et le monde de la conservation par rapport au développement de l'économie maritime, l'exploitation minière, pétrolière, les hydroliennes, les éoliennes, les câbles, les canalisations, l'extraction de granulats, bon, j'en passe. Quand même, il y a un intérêt commun entre le monde de la pêche et le monde de la conservation sur, je dirais, y compris sur la question des aires marines protégées. Donc moi, j'ai l'impression que la tension, elle ne doit plus être aujourd'hui entre le monde de la pêche et le monde de la conservation. S'il y a des tensions, c'est plutôt sur l'utilisation et la conservation de la mer, dans un principe d'intégrer. Donc je dirais que les pêcheurs et le monde de la conservation devraient se réunir justement pour défendre l'idée de conserver les écosystèmes pour la ressource halieutique ou pour la biodiversité. Bien sûr, mais quand je parlais de tension, moi je parlais de la réalité, pas de la théorie dans les bouquins. Les tensions existent. Personne ne peut les nier ici, et quand vous allez sur le terrain, je peux vous assurer que les tensions existent. Et ces tensions ne sont pas forcément des tensions nihilistes, c'est-à-dire il ne faut pas des AMP, mais quelles AMP, comment, où, qui va les gérer, qui va prendre la décision, qu'est-ce que ça va changer à notre mode de vie, est-ce que je vais devoir faire 30 km de plus avec ma pirogue, est-ce que je vais devoir pêcher l'hiver parce que l'été je ne peux plus, etc. Ça, c'est des tensions. Et ces tensions, elles existent. Et si on ne les résout pas, on ne va pas plus loin. Jean-Luc. Une des expériences que j'ai tirées de cette conférence et également de mon expérience personnelle au Royaume-Uni, c'est que souvent il y a une plus grande opportunité pour intégrer la sensibilisation à la conservation parmi les communautés de pêche locales par rapport aux communautés de locales migrantes. Au Royaume-Uni, nous avons beaucoup plus de succès par rapport aux agences locales de la pêche. Il y a d'ailleurs une agence qui intègre à la fois la pêche et la conservation. Et cela marche très bien. Mais les pêcheurs satellites, les pêcheurs qui se déplacent, sont souvent ceux qui sont plus résistants à la surveillance. Ceux qui vont chercher les coquilles Saint-Jacques ou les chalutiers qui pêchent au large et qui doivent migrer d'un terrain à un autre. Et eux semblent souvent plus résistants. Et je suis d'accord avec vous que les pêcheurs sont généralement des conservateurs naturels de la nature parce qu'ils ont besoin de la protection des réserves halieutiques, bien plus que les autres secteurs, par exemple que le secteur pétrolier ou que ceux qui collectent les gravats. Alors je sais que nous sommes mis ensemble dans la zone de Falmouth avec les pêcheurs contre une
industries qui menacent de dégrader à la fois l'écosystème et les réserves halieutiques des pêcheurs. Et donc nous avons collaboré ensemble pour lutter. C'est une question d'éducation et de partage de la science qui permet ces communications positives, particulièrement avec les pêcheurs locaux, qui permettent de faire avancer le débat d'une manière beaucoup plus positive. Du point de vue du GEF, je pense que c'est aussi un sujet très intéressant, la question de la AMP pêche. Ça devrait marcher. Oui, effectivement, je voulais rebondir sur l'intervention de Serge et Jean-Luc. Je pense que le GEF, qui est un organisme, un fonds de financement avant tout pour la préservation de la biodiversité, a très clairement pris aussi cet nouvel angle d'approche et maintenant ne souhaite plus uniquement financer la mise en place et le développement d'aires marines protégées ou de réseaux, mais aussi comprend bien qu'on n'arrivera pas à atteindre nos objectifs s'il n'y a pas une meilleure implication du secteur et notamment du secteur de la pêche. Et donc le GEF va un peu plus loin et ne finance plus uniquement donc la mise en place d'aires marines protégées ou d'outils de conservation, mais souhaite à l'avenir sécuriser et renforcer les possibilités de développement économique et social du secteur, notamment de la pêche, dans les zones au-delà des aires marines protégées. Donc c'est vraiment avoir une situation de win-win où le monde de la conservation travaille pour améliorer tant le statut de la biodiversité, mais également améliorer la situation économique et sociale des communautés qui vivent autour de ces AMP. Je pense qu'il faut aussi, au sujet des grandes initiatives, Christophe, présenter la Global Partnership for Ocean. La Global Partnership for Oceans, ouais, ça nous permet d'ailleurs faire le lien avec la thématique qui sera abordée aujourd'hui un peu de façon transversale. C'est la question du financement et du financement durable, Sustainable Financing, MPA, so that's the main question. Oui, le partenariat pour l'océan mondial a été lancé il y a à Singapour, il y a maintenant 2 ans, par la Banque mondiale. Donc l'idée, c'est effectivement de réunir des fonds avec différents États qui pourraient contribuer à l'établissement de ce fonds, pour lancer un grand plan d'action avec plusieurs composantes, dont celle de la pêche, celle de la lutte contre la pollution des océans, c'est pas un gros challenge, mais aussi la question de la conservation des habitats. Donc il y aura une présentation, il y aura un atelier aujourd'hui, cet après-midi, ce sera présenté par The Nature Conservancy, ce sera avec la présence bien sûr de la Banque mondiale, de Pawan Patil qui doit être là. Donc il y aura un atelier pour présenter cette initiative, là où on en est, et puis surtout l'important c'est quel type de recommandations faire à la Banque mondiale pour inscrire la question de l'objectif d'Aichi 11 dans le Global Partnership for Oceans et dans le Habitat Action Plan. Voilà, donc ça c'était une information que je devais vous donner, et puis ça nous permet aussi donc de faire la transition avec la question de la gouvernance, du financement, et peut-être aussi intégré, parce que ce sera aussi un peu transversal, la haute mer, high seas issue. So oui. I would like to ask to Biljana, because Biljana, you as president of the Global Ocean Forum, you are following the progress made by the United Nations. Vous suivez les progrès faits par les Nations Unies sur les questions liées aux océans. Et donc vous êtes rentré du sommet de Rio, et donc c'était un sommet international important. Et j'aimerais que vous nous rendiez compte des progrès qui ont été faits. Et j'aimerais que vous me disiez quelle est votre vision pour les Nations Unies au niveau mondial, à un niveau institutionnel. Quelle est leur perspective sur la conservation marine et pour les AMP, donc à cette échelle mondiale, par rapport à l'objectif Aichi 11 qui a été appuyé par les Nations Unies lors du dernier sommet de Rio. Donc, s'il vous plaît, Biljana, surtout concentrez-vous sur la question des hautes mers. Alors, nous avons un nombre de panels importants aujourd'hui et demain sur cette thématique. Donc, tout simplement pour vous tisser une petite toile de fond, eh bien, tout d'abord, en 1992,
Lors de ce sommet, nous nous sommes tous mis d'accord pour mettre en œuvre une approche systémique intégrée envers la conservation des océans. Et je pense que dans ces dernières années, nous avons fait des grandes avancées au niveau national et régional. Et nous disposons de beaucoup d'expériences et de bons enseignements tirés de ces expériences. Mais maintenant, nous devons approfondir ces efforts et les appuyer davantage et parfois augmenter leur échelle. Nous devons également maintenant nous concentrer spécialement sur les régions en dehors des juridictions nationales qui, comme vous le savez, comprennent plus de 60% des océans où il existe de grandes menaces envers la biodiversité à cause de certains usages déjà existants comme la pêche, les câbles et le transport marin et ainsi de suite, ainsi que des usages émergents comme par exemple le pétrole offshore de plus en plus loin, l'aquaculture offshore et ainsi de suite. Alors, le grand défi, je pense, consistera à appliquer un certain nombre de ces principes et de ces expériences que nous avons appliquées dans les zones économiques exclusives et littorales de nombreuses nations et d'appliquer ces idées, y compris la mise au réseau des AMP, de les mettre sous l'égide de la juridiction internationale. Alors, quelles sont les avancées? Il y a des avancées au niveau mondial et au niveau régional. Au niveau mondial, depuis 2006, des Nations Unies se sont regroupées et réunies pour discuter du meilleur régime qui devrait s'appliquer en termes de législation. Et il y a certaines divisions d'opinion. Certains pensent que ces zones devraient être un patrimoine préservé pour le bienfait de l'homme, et d'autres pensent que ces régions devraient être ouvertes à toute exploitation par tout le monde. Et lorsqu'on sort de ces négociations, parfois on sort en s'arrachant les cheveux en se demandant pourquoi on ne peut pas avancer davantage. Mais en 2010, il y eut une décision pour initier un processus pour entamer des discussions sur le cadre juridique, sur la préservation de la biodiversité marine dans les zones au-delà des juridictions nationales, y compris par la mise en œuvre d'instruments existants ainsi qu'un nouvel instrument possible. Et comme vous l'avez déjà dit, à ce dernier sommet, on s'est fixé une date butoir que d'ici la fin de l'Assemblée générale des Nations Unies en 2014, les nations doivent se décider pour savoir si elles veulent s'engager dans des négociations pour mettre en œuvre un nouveau régime. Donc, cela a évolué. C'est un processus très important que tout le monde devrait essayer d'encourager. Mais nous devons engager les différents pays parce que finalement, tous les pays doivent s'engager, comme par exemple certaines négociations qui ont pris des dizaines d'années. D'un point de vue positif, spécialement au cours des 10 dernières années, nous avons vu pas mal d'améliorations au niveau mondial, comme l'engagement de différents secteurs, comme la pêche, le développement de systèmes de protection d'écosystèmes marins vulnérables, l'exploitation minière du fond marin, la Convention sur la diversité biologique, et la protection des zones écologiquement et biologiquement significatives. Il y a eu la création d'un nouveau programme en matière de pêche par les Allemands pour protéger la biodiversité. Nous avons eu une initiative de Gobi. Il y a eu de nombreuses initiatives entamées par les ONG, comme l'Alliance de la Haute Mer, par exemple. Et donc, il existe un mouvement très concerté et des efforts réels. Mais également, au niveau régional, il y a beaucoup d'adaptations. Il y a des pays et des autorités régionales qui découvrent qu'ils doivent résoudre des conflits et préserver de nouvelles zones, etc. Bon, etc. Je vais faire court. Il me semble que bien que
Il y a une division parmi certains pays d'un côté, mais il y a également des efforts concrets et réels qui ont été faits au cours des dernières années pour améliorer et faire avancer la situation. Aujourd'hui, il faut noter que nous avons des discussions qui seront passionnantes à ce sujet. Tout d'abord, à 10 h, nous avons un forum de développement de capacités. C'est un nouveau domaine. Les décideurs au niveau national et régional doivent vraiment faire évoluer leurs capacités quant à ces domaines. Et ensuite, à 11h45, il y a une discussion sur le réseau des AMP en haute mer, menée par Greenpeace. Et dans l'après-midi, la gouvernance des hautes mers et les problématiques juridiques. Et demain, nous avons 2 panels, l'un après l'autre, sur les approches régionales envers les AMP. Je pense qu'à la fin de ces 2 journées, nous aurons un résultat très concret. Et je veux que vous preniez en compte certains des articles excellents qu'Audrey a préparés pour ce congrès. Et nous avons également notre revue qui est disponible à tout le monde, qui détaille les avancées réelles atteintes au cours des dernières années. Merci Virginia, parce que vous avez présenté le programme. Ça m'évite de devoir le faire. Nous devons terminer, mais il y a une question importante que nous allons adresser à Charlotte, et donc nous la poserons en français. Charlotte, le GEF est en transition, tu représentes le GEF, il est en transition entre un programme de financement qui se termine et un programme de financement qui va commencer. Qu'est-ce que tu attends des discussions aujourd'hui? Comment ces discussions pourraient-elles influencer ou peut-être orienter les plans stratégiques de financement du GEF par rapport à l'objectif d'Aichi en particulier? Je suis désolé, alors il nous reste 5 minutes peut-être, François? À peine. À peine. Donc je m'en excuse auprès de Charlotte. Voilà, enfin c'est toi qui vas conclure. Ok. Oui, effectivement, le GEF est en train de réviser sa stratégie pour les 4 prochaines années. Et donc, nous sommes bien sûr en discussion sur la définition des priorités, sur où stratégiquement le GEF doit se positionner. Il y a bien sûr des éléments qui jalonnent notre discussion. Donc, par exemple, le plan stratégique de la CBD et les targets d'Aichi sont des éléments très structurants de notre stratégie et continueront à l'être dans l'avenir. Donc, effectivement, comprendre comment les pays veulent atteindre ces cibles et comment le GEF peut les supporter est un élément essentiel. Et je pense que on a besoin d'entendre encore les attentes des pays sur ces questions, mais le GEF se positionnera très clairement sur ces prochaines années sur comment assurer le financement durable des investissements qui sont actuellement faits. Donc il s'agit bien sûr de continuer à soutenir la création d'AMP, de soutenir la création et le renforcement de réseaux d'AMP, mais il s'agit aussi d'assurer l'efficacité et la durabilité dans le temps. Et ça passe par la mise en place de mécanismes de financement durable. Et donc le GEF est actuellement déjà très impliqué sur ces questions de financement durable, avec notamment le GEF depuis sa création a créé à peu près 40 Conservation Trust Funds et autres mécanismes de financement. Et donc ce qui va être intéressant dans les discussions d'aujourd'hui, notamment à moi de faire ma publicité, à 10 h, il y a un workshop sur les financements durables. Donc, s'il vous plaît, venez partager votre expérience. C'est très important pour moi et pour les partenaires de ce workshop d'entendre comment vous concevez la sécurisation des mécanismes de conservation que vous avez mis en place par la mise en place de mécanismes de financement durable. Merci Charlotte. Merci beaucoup. Donc je crois qu'on arrive au bout de notre temps. Vous avez compris qu'on a encore une journée extrêmement riche, comme les 2 premières journées.
Il ne manque pas de workshops par-ci, par-là, des knowledge cafés auxquels vous pourrez participer. Je voudrais juste en piquer encore deux, sur deux exemples. Il y a un très beau workshop sur les bright spots, qui me semble être aussi très intéressant sur comment tous ces modes de gouvernance s'expriment dans les AMP. Et puis un petit knowledge café qui me paraît aussi intéressant, qui regarde sur de l'évaluation participative d'AMP. Donc vraiment, il y a beaucoup de choses à faire aujourd'hui et je vous souhaite une excellente journée. Oui, je rajoute simplement qu'il y aura des entreprises qui nous rejoindront aujourd'hui, des groupes industriels, pour discuter. Merci à tous. J'ai juste oublié de mentionner le workshop à 10h, c'est à la salle Major. Donc, voilà. Merci.